Bonsoir Victor Castanet. Bonsoir. Vous êtes donc celui qui a révélé la maltraitance dans les maisons de retraite Orpea, dans le fameux livre Les Fossoyeurs, qui a fait énormément de bruit. Le scandale est loin d'être terminé puisqu'on continue à en saisir les répliques de ce tremblement de terre. Vous avez dévoilé il y a quelques jours dans le journal Le Monde qu'Orpea détournait des millions et des millions et des millions d'euros d'argent public pour les faire atterrir dans des paradis fiscaux. Ça se passe en plusieurs temps en fait. Vous avez effectivement au départ dans le livre, je raconte notamment ce système Orpea qui est maltraitant et qui se fonde en partie sur le fait de capter de l'argent public. Et ça se passe par différents facteurs, mais notamment sur le fait de recruter moins de soignants que ce qui a été financé par les autorités. Donc par exemple, vous avez 24 postes de soignants, vous allez en mettre que 20 et déclarer que vous avez mis 24 postes. Et donc vous allez avoir 4 postes financés que vous allez garder, faire des excédents de dotation et les mettre dans vos comptes. Et ce qui a été prouvé depuis la sortie de mon livre et par des rapports internes au groupe et par le rapport de l'IGAS et de l'IGF, c'est que cet argent public était mis dans le groupe et servait les résultats du groupe. Et ensuite, la dernière étape, c'est que cet argent-là qui a été capté sur les fonds publics, il a profité à un très petit nombre de personnes. Il n'a pas profité au groupe, aux actionnaires du groupe. Il a profité à 15 cadres dirigeants et les cadres les plus importants, et notamment à l'ancien DG du groupe, Yves Lemann. Et donc tous ces cadres ont mis en place pendant des années un certain nombre, disons une galaxie de sociétés un peu partout dans le monde, mais notamment en Europe, en Italie, en Russie, au Portugal. Ces sociétés remontent dans d'autres sociétés, sont reliées à d'autres sociétés qui, elles, sont dans des paradis fiscaux, souvent, au Luxembourg, aux îles Caïmans. Et donc, comme ça, de l'argent est sorti du groupe. Des dizaines, voire des centaines de millions d'euros sont sortis des caisses du groupe. Ouais, c'est ça. Et alors, quand on vous lit, il y a tous les ingrédients d'un mauvais polar. On a les micro-mouchards qui espionnent les cadres entre eux ou certains salariés, des comédiens embauchés pour espionner certains syndicalistes, en jouant eux-mêmes des syndicalistes, et puis surtout donc des factures au montant faramineux qui sortent des caisses d'Orpea et personne ne bouge. Cet argent se volatilise. En fait, il y a effectivement ces membres de la direction générale qui se sont mis ces dernières années à essayer de profiter justement de tout cet argent engrangé. Mis de côté. Parce que Orpea, c'est 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires par trimestre, c'est 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an. Donc c'est des sommes colossales. Et donc ils ont mis en place ces galaxies de sociétés qui effectivement, si vous voulez, c'est des sociétés qui sont prestataires d'Orpea et dont les dirigeants sont eux aussi des cadres dirigeants d'Orpea. Donc vous avez des conflits d'intérêts gigantesques parce qu'évidemment... On le voit ça en Italie par exemple. Exactement. Et ensuite vous avez donc des situations de surfacturation avec des services dont on ne connaît pas la réalité. Notamment des services informatiques. Vous décrivez des factures absolument astronomiques pour des services informatiques habituellement facturés. Oui, ça en plus, si vous voulez, c'est une auditrice interne. Si vous voulez, il y a la loi Sapin 2 qui en 2016 est mise en place, qui oblige toutes les grandes sociétés à une sorte d'obligation de transparence et donc d'avoir un auditeur interne qui va regarder si toutes les pratiques internes sont conformes au droit. Et contrôler les comptes. Exactement. Et donc, à ce moment-là, ils embauchent une auditrice et elle découvre un certain nombre de pratiques irrégulières, dont effectivement des surfacturations, des montants de factures aux services informatiques faramineux. Je crois que c'est 7 millions en moins de 3 mois. Et quand elle découvre ça, elle fait ses investigations et elle en parle au directeur général, enfin elle en informe tous les 4 dirigeants. Et c'est à ce moment-là qu'elle va être sortie, licenciée du groupe. Et ça continue. Alors c'est ça qui est fou, c'est qu'on comprend que pendant 20 ans, il y a donc une quinzaine de cadres dirigeants qui arrivent à détourner de l'argent sans finalement que les pouvoirs publics ne bougent. Pourtant, il y a des garde-fous. Des garde-fous, il y aurait dû en avoir. Ouais. Normalement, je veux dire, le premier garde-fou, ça se passe déjà dans l'entreprise. C'est-à-dire que normalement, vous avez les commissaires aux comptes. C'est des grandes boîtes, Ouais. Les commissaires de comptes. C'est par exemple Deloitte. Il y a des commissaires aux comptes qui sont là pour vérifier que les comptes sont sincères, conformes, réglementaires. Il se trouve qu'ils n'ont pas fait leur travail convenablement. Il y a aussi la banque publique d'investissement, il y a aussi l'inspection générale. Et vous avez les agences régionales de santé qui doivent contrôler ça. Vous avez les inspecteurs des conseils départementaux. Vous avez la DGCCRF. Vous avez un tas normalement d'organismes de contrôle. Et c'est sûr que ce livre, il pose aussi cette question, c'est comment toutes ces autorités de contrôle ont pu
être défaillante à ce point. C'est-à-dire, c'est pas une petite entreprise cachée dans son coin, c'est la plus grosse boîte au monde du secteur. Est-ce qu'on a fermé les yeux ? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu pour certains un manque de moyens et de compétences pour l'administration, de vigilance aussi, et peut-être une forme de complicité. Et ça, il y a des questionnements à avoir sur, oui, par exemple, les commissaires aux comptes, comment ils ont pu passer à côté de telles dérives, ça aussi c'est une question. Et comment, au sein des ARS, on a pu passer à côté de tout ça. Autorité régionale de santé. Ouais, et ça c'est une vraie question, d'autant plus qu'on le voit là, c'était raconté dans mon livre, mais ça vient d'être confirmé encore ce matin par un rapport interne. Un audit, un rapport interne à Orpea, qui confirme d'ailleurs les dysfonctionnements majeurs que vous révélez dans votre livre. Exactement, et notamment les captations d'argent public. Et qui confirme aussi le fait qu'il y a aujourd'hui au sein d'Orpea, il y a plus d'une dizaine de personnes, de salariés qui sont d'anciens hauts fonctionnaires des agences régionales de santé. Et que dans les consultants qui ont bossé pour Orpea et qui ont été très bien payés, qui ont travaillé pour développer le groupe, il y a 2 anciens directeurs d'ARS. Tout ça devrait poser question. Et aujourd'hui, on n'entend pas l'administration et des responsables d'ARS, des patrons, dire oui, voilà, on a été défaillant, on s'excuse, voilà ce qui a marché, voilà ce qui n'a pas marché, pour pouvoir. Il faut qu'à un moment, tout le monde se remette un peu en cause. Alors justement, est-ce que depuis, en tout cas, là, les 5 mois et cette bombe que vous publiez dans votre livre, est-ce que les conditions, déjà si on pense à ceux qui nous regardent et à toutes ces familles qui ont des proches dans les EHPAD, est-ce que les conditions de vie des familles hébergées ont changé ? Alors moi, je n'ai pas enquêté ces 5 derniers mois, mais en revanche, j'ai eu beaucoup de... On continue à vous contacter. Bien sûr, je reçois des mails tous les jours, et de salariés et de familles. Et non, ils continuent à se plaindre. Si vous voulez, les conditions de travail, elles ne se sont pas améliorées. Il y a d'ailleurs de plus en plus de difficultés pour le groupe à recruter, parce qu'effectivement, il y a eu une image extrêmement négative depuis la sortie du livre. Et pour les familles, est-ce qu'elles sont mieux ? Non, vous avez toujours, si vous voulez, le système des rationnements sur les 4,50 € par jour et par personne pour l'alimentation. Ça n'a pas drastiquement changé depuis. Et en plus de ça, comme le groupe fait face à une crise et qu'il ne prend pas les bonnes décisions aujourd'hui, c'est-à-dire que, par exemple, il fait face à cette crise, il a eu du mal à se refinancer. Et donc, qu'est-ce qui se passe face à ça ? Il ne fait plus les travaux de maintenance, par exemple. Donc, vous avez, moi, des directeurs qui m'appellent en m'expliquant qu'il y a des chauffages ou des climatisations défectueux parce que... Donc la situation se dégrade même, c'est ce que vous Oui, il y a une forme, aujourd'hui, il y a une situation chaotique dans les établissements qui est regrettable pour tout le monde. Hein. Regrettable pour tout le monde. On voit qu'en plus, maintenant, les questions se posent pour d'autres établissements. Il y a eu une trentaine de plaintes déposées contre l'établissement concurrent Corian. Est-ce que le secteur doit être réformé ? On avait entendu des propositions, par exemple, de nationaliser les EHPAD. Est-ce que ce sont des pistes ? Alors, c'est évidemment pas à moi de dire, hein, de donner la solution. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir une refonte totale du secteur et que les pouvoirs publics s'y mettent rapidement. Ça fait 10 ans que tout le monde dans le secteur attend la loi grand âge. Ça fait maintenant 6 mois que le livre est sorti. Et je pense qu'il y a urgence là à ce qu'on se mette autour de la table et qu'on... Eh bien, peut-être après les législatives. Peut-être, j'espère pour les pensionnaires et les salariés. Merci Victor Castanet. Les Fossoyeurs, c'est aux éditions Fayard. À très bientôt. Merci. C'est dans l'air avec Caroline Roux qui revient sur le branle-bas de combat à 3 jours justement du premier tour des élections législatives. Bonne émission.